Bien, bonjour à tous. Nous sommes jeudi. En général, on appelle ça jeudi saint, puisque le lendemain, c'est vendredi saint. Et après, c'est Pâques. Et après, c'est lundi de Pâques. Non, après, avant ça, il y a samedi Gloria. C'est comme ça qu'on disait ça à l'époque quand j'étais gamin. Je ne sais pas si ça se dit toujours. Jeudi n'est pas tellement sain aujourd'hui, parce que j'ai vu que la circulation est normale. Et les Guadeloupéens sont là. Je ne sais pas pour vous demain. En tout cas, bonjour à tous. Bon appétit. Vous êtes en table encore et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir des gens que vous ne connaissiez pas. Ils ont tous un maillot jaune. Je vais parler de Victor Denon et de Marlène Deloumeau. Ce sont les membres de l'association Fleur de Jade. On se saura tout à l'heure ce que c'est, Fleur de Jade. Sylvain Bébé, l'administrateur de la mutualité, sera avec nous aussi, de la mutualité française. Il est délégué de la mutuelle du ministère de la Justice sera là. On aura la chance d'écouter et de voir Patrick Nuissier. Si vous avez connu les Aiglons, ce que Victor Denon a connu les Aiglons. À l'époque, Patrick Nuissier, c'était lui qui était au synthé à l'époque. Et c'était un très bon musicien qui, depuis quelques années, il vit loin de nous. Alors, comme on est entre ancien enseignant, on va recevoir Mme Valérie Aristide. Elle est conseillère municipale de Trois-Rivières, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'elle vient. Elle vient en tant que responsable de ce qu'on appelle assistante sociale, mais responsable de ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose qui est très fréquent, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui des enfants qui se font harceler à la sortie du lycée, à la sortie du collège. Et donc, ils sont signalés. Et donc, Mme Aristide nous fera un petit point là-dessus tout à l'heure. L'actualité, c'est un sujet de camping, puisque nous sommes à la veille de Pâques avec une élue de la ville du Gosier. Vous savez qu'il y a une polémique là-dessus. Il y a des gens qui sont pour et d'autres contre le fait qu'à Gosier, on puisse ouvrir la plage et bord de mer pendant les jours de Pâques, alors qu'à Sainte-Anne, c'est totalement interdit pour des raisons écologiques. Job dating dans le bâtiment, Maxime Morel s'est rendu sur place, on va en parler. Alors, le crabe, mais oui, nous sommes dans la période du crabe. En général, à cette période-là, c'est la fête du crabe. Mais il y a un cours sur le crabe, à la maison du crabe, avec M. Bénon, pas M. Dénon, Bénon. Ça ressemble, mais c'est pas le même. Et puis, si vous êtes vraiment gourmand comme moi, vous aimez le matété, eh bien, la recette du matété à crabe avec la cuisinière de l'Angèle, elle est tout près d'ici à Jarry. On va tout de suite en parler. Voilà. Le sommaire, nous sommes avec vous aussi en Facebook Live. Vous pouvez nous suivre en Guadeloupe, en France, un peu partout dans le monde, puisque l'Internet et le Facebook permettent justement une vision globale de l'information. Alors, je vous ai dit, on va recevoir l'association Fleur de Jade. J'avoue que je ne les connaissais pas tout à fait par hasard. Vous voyez, la belle Fleur de Jade, M. Denon et Mme Deloumeau. Alors, vous pourrez nous expliquer un peu ce que c'est que cette association Fleur de Jade. On commence par Mme Deloumeau. Alors, première chose, bonjour à la Guadeloupe. Et donc, je rectifie, une petite rectification, Fleur de Jade, Caraïbes. Caraïbes. Ah, parce que l'association Fleur de Jade, je crois qu'elle existe aussi. Il y en a un peu partout. C'est juste pour ne pas confondre. Tout à fait. Alors, je vais commencer, ensuite, M. Denon va compléter. Alors, l'association Fleur de Jade, Caraïbes, c'est une association qui a pour but essentiel de faire connaître la culture traditionnelle chinoise et surtout une pratique qui s'appelle Falun Gong ou Falun Dafa. Falun Dafa, oui. Alors la pratique, elle repose sur 3 vérités universelles, à savoir l'authenticité, la bienveillance, la tolérance. Et elle se compose de 5 séries d'exercices très doux, très relaxants, qui sont en plus accessibles sur Internet, sur le site falundafa.org. Et vous pouvez les apprendre, les exercices, sur des sites de pratique gratuitement et librement. Alors, je vais donner la parole à M. Denon. Alors, M. Denon. Oui, tout à fait. Bonjour à toute la Guadeloupe et bonjour à tous et tous. Donc, nous allons présenter le Falun Dafa ou Falun Gong. C'est une méthode ancestrale chinoise qui est basée sur un travail qu'on doit faire sur l'esprit et le corps. Donc, sur l'esprit, pour être dans le... C'est spirituel et physique en même temps. Exact, tout à fait. Donc, c'est les deux. Donc, on va travailler l'esprit pour être dans l'authenticité, la bienveillance et la tolérance à mettre dans la vie de tous les jours. Et il y a 5 exercices qui sont là pour nous aider aussi pour travailler le corps. Donc, le premier exercice, donc, on va faire des étirements qui vont permettre de débloquer les énergies dans tout le corps. Donc, ça permet aussi de débloquer, pour ceux qui sont plus connaisseurs, dans tous les méridiens du corps. Voilà. Donc le deuxième exercice, donc c'est un exercice qui est assez statique,
qui permet c'est une forme de méditation debout qui permet de faire travailler la sagesse et la patience. Donc il y a 4 postures. Donc l'objectif à atteindre, c'est de tenir 7 minutes dans chaque posture sur une petite musique qu'on met en fond qui permet de se relaxer. D'accord ? Le 3e exercice consiste à faire un tour, donc de prendre des énergies au niveau du sol pour le ramener le plus loin possible au niveau de la voûte céleste. Donc cette énergie va traverser tout le corps et ça permet de purifier le corps, dégager toutes les impuretés du corps. Donc, 4e exercice va consister à faire un tour complet. Il faut savoir, dans tout individu, il y a le côté masculin et féminin, on appelle ça le yin et le yang. Oui. Et bien là, on va essayer de mettre en harmonie le côté yin chez la femme et le côté yang chez l'homme. Donc, avec des mouvements très lents, donc on va faire un tour complet du corps. Et le 5e exercice, où nous voyons, donc, qui consiste à faire la méditation, et là, c'est pour renforcer les pouvoirs divins. Et là, c'est être dans la zen attitude, se libérer du stress. Voilà, en d'autres côtés. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Oui, allez-y. On vient de passer 2 ans de pandémie. On était confinés, déconfinés, etc. Alors, quand on était confinés, comment vous faisiez Falun Dafa? On ne pouvait pas sortir, vous faisiez ça à la maison? Tout à fait. Donc, on avait même instauré un système, on faisait directement avec les réseaux en ligne. Voilà. En ligne? Ah voilà. Bon, à ce point-là? Oui. Tout à fait. Donc, c'était comme si tous les jours c'était pareil pour nous. Donc, les personnes se connectaient et on mettait la musique et puis on faisait chacun de Vous êtes pratiquant du Falun Dafa depuis des années, j'imagine, Mme Deloumou. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie quotidienne? Alors, dans ma vie quotidienne, déjà, avec le Falun Dafa, le Falun Gong, déjà, il y a le côté, comme disait M. Denon, il y a le côté physique. Donc, faire des exercices relaxants. C'est une façon de faire un exercice physique, puisque pour l'hygiène de vie, c'est ce qui est recommandé. Alors, ce n'est pas de la gymnastique, non, ce n'est pas de la gymnastique, mais les exercices sont très efficaces. D'ailleurs, les gens qui ne connaissent pas, quand ils nous voient, ils nous disent « Oh, mais ça a l'air simple », et en fait, compte, souvent les gens disent « C'est très puissant », parce que ça dégage des énergies. Oui. Et deuxièmement, il y a le côté plus spirituel, plus moral, qui consiste à faire un travail en permanence sur soi, de manière à respecter la vérité, la bonté, la patience, ou bien l'authenticité, la bienveillance, la tolérance. Parce que ce sont les traductions de 3 mots chinois. Oui. Donc on donne à peu près l'équivalent. Et dans la vie de tous les jours, on en a tous besoin d'avoir un petit peu plus d'authenticité, de bienveillance, de tolérance. Par exemple, si on est sur la route, en embouteillage, on va peut-être s'énerver, mais on se dit non, quand même, il faut qu'on fasse. Comme on dit, on fait un petit recul sur soi, on fait un petit pas en arrière, et on se dit non, là, je ne suis pas en train de respecter mes principes. Donc, c'est un travail au quotidien, dont tout le monde a besoin, en fait. Alors, Monsieur Denon, qu'est-ce qui vous a... Je n'ai pas envie de dire connecter, mais qu'est-ce qui vous a mis sur la voie du Falun Dafa? À quel moment vous êtes allé en Chine ou bien c'est une transmission, bien comme on dit quelquefois, ils viennent chercher moi vers un point, enfin comment ça s'est passé? Alors, une bonne question. C'était en 2011 précisément. Bon, je passais une étape un peu particulière, on va dire, de la vie. De la vie. Et puis, j'ai une petite voix, elle me dit, tiens Victor, parce que moi j'étais à la base un grand sportif, il faut le savoir, donc pour moi c'était faire mes 10 km de footing par jour, donc là je me sentais bien, et puis un beau jour le corps me dit, mais Victor, tu n'entends pas, tu as plus 20 ans. J'ai dit, ah bon, une première fois, 2 fois, en l'espace de 15 jours, j'ai dit, tiens, j'ai été voir le médecin, c'est comme ça. Il m'a dit, oui, il m'a raconté un tas de moments. Bon, façon de parler. Et là, ça m'a fait sourire. Je lui dis, si vous faites... il m'a parlé d'ablation de la vésicule biliaire, tout ça. Je lui dis, si vous faites ça, est-ce que je serai... Après, tout sera rentré dans l'ordre. Et là, il me tourne, il me dit, il ne me répond pas. Donc, du coup, j'ai dit, docteur, j'arrive, je reviens. Avec mon esprit un petit peu particulier, donc comme j'ai un état d'esprit. Et là, je dis, je suis parti. Et je suis parti, et j'ai commencé avec un petit peu... c'est un ami qui m'a dit, en fait, il y a de l'eau kangen. Bon, en façon... là, je fais de la pub. Donc, c'est de l'eau qui est, soi-disant, purifiée, tout ça, avec une machine. Et il m'a dit, tiens, il y a un livre qu'on appelle, pour nettoyer le foie, ça s'appelle l'étonnant nettoyage du foie. Donc je regarde ça, et je commence par là, et puis quand je fais ça, je suis sur mon lit, une idée me dit, va chercher du tai chi. Tai chi, je dis, que veut dire ce mot-là? Oui. Et en même temps, j'entends
à la radio, il y a au niveau, c'était à Millénis, on ne pas le citer, donc il y avait, on appelle ça journée de sport. Et là, je cherche partout, je fais, et je ne trouve pas du tai chi. Mais en partant, j'ai vu une petite fleur de lotus, là, justement, qui apparaît. Et je pose des questions, je dis, tiens, mais justement, je suis en train de chercher ça, et puis bon, il me dit, ah, mais on a mieux, venez nous voir. Et c'est comme ça, depuis 2011, eh bien, j'ai connu ça et ça m'a parlé. Ça a été pour vous une révélation? En quelque sorte. Oui. Et là, justement, je regarde, bon, il y avait un site, et j'ai été sur le site et j'entends les personnes parler, je me dis, oh, ben je connais ça, quelque part au fond de moi. Et là, ça a été une forme de révélation, on va dire. Et depuis 2011, ben, j'en parle, ben, je fais connaître aussi la méthode. Voilà. Madame Delmousse, c'est le même circuit? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense, chacun a un chemin différent, en fait. C'est clair. Alors, s'il faut que je parle de, si vous voulez, ma rencontre, si on peut dire, avec le Falun Gong ou Falun Dafa, entre parenthèses, c'est la même chose. Hein. Falun Gong, c'est plutôt la méthode. Falun Dafa, c'est plutôt l'enseignement. Parce que parfois, on me demande quelle est la différence. Moi, c'est, voilà, j'essaie de me rappeler, c'était en 2005, je crois. Bon, c'est encore plus ancien que Victor. Oui, c'est plus ancien. Et j'étais allée, c'était une journée chez des naturopathes. Une naturopathe, alors elle parlait de la nourriture crue. C'était une époque, une vogue. Et j'étais accompagnée par des parents. Et c'est vrai que c'était une époque un peu difficile pour moi. Hein. J'étais pas très donc, bien. Si je comprends bien, c'est chaque fois qu'il y a une époque difficile, un moment difficile, que ça permet de... C'est-à-dire... de cliquer sur autre chose. C'est-à-dire, bon, M. Victor a son cheminement, moi j'ai le mien, il y a d'autres personnes... Oui, mais enfin, il y a deux choses semblables. Oui, il se trouve que voilà, c'est une coïncidence. Et je ne dormais pas, voilà, j'étais totalement insomniaque. Oui. Et il y a une dame là qui me dit... elle m'a parlé de Qigong. Elle me dit oui, qu'elle a fait un stage de Qigong et qu'elle a pu dormir très longtemps après. Donc ça fait tilt. Et je ne sais pas, enfin, il se trouve aussi que le mot Qigong, j'avais jamais entendu ça de ma vie, et ça m'a attirée. Vous ne parliez pas chinois? Non, mais même si on ne parle pas chinois, il y a des gens qui savent ce que c'est que le Qigong. Moi, je ne sais pas. Et le Qigong, en gros, c'est une médecine douce chinoise. Ça consiste à faire des exercices très lents. Et souvent, les Chinois, c'est-à-dire que quand la médecine classique, traditionnelle, n'a pas fonctionné, ils abordent le Qigong. Jusqu'à maintenant. Vous avez pratiqué du Qigong? Non. Donc je disais, le mot m'a attiré. Je trouvais que ça sonnait bien. Et elle m'a dit, oui, tu sais, je fais une pratique qui repose sur la vérité, la bonté, la patience. Et ces trois mots-là aussi, je dis, tiens, alors je lui dis, c'est quoi, c'est une religion? Elle me dit, non, c'est pas une religion, c'est une méthode. C'est un art de vivre, une façon d'aborder les choses. Et donc, elle m'a dit que ça se pratique sur des sites de pratique. Et je suis allée, à l'époque c'était au Gosier, j'allais au Gosier. C'est là que j'ai appris. Oui. Et depuis, alors ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, donc, je me suis enrichie, j'ai voulu en savoir davantage sur cette pratique. Et voilà, je prenais aussi des médicaments pour dormir. Et on m'a dit, non, n'arrête pas, tu n'as pas intérêt à arrêter de façon brutale. Hein. Tu laisses les choses courir. Et voilà, tu verras que peut-être dans quelques temps, tu vas même oublier que tu prends des médicaments. Et c'est effectivement ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, le médecin m'avait dit, ça c'est à vie, hein, que vous devez prendre ça, hein, vos médicaments-là. Oui. Donc j'étais condamnée en quelque sorte. Hein, c'est à peu près le même sujet, oui, il se trouve que, voilà, plus ou moins. La médecine traditionnelle occidentale, visiblement, elle ne guérit pas tout, on le sait d'ailleurs. Non, on le sait, mais elle guérit, parce que si elle ne guérissait pas, elle n'existerait plus. Enfin bon. C'est pas le débat aujourd'hui. Voilà, c'est pas le débat. Non, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la médecine, voilà. Mais il se trouve que c'est ça, on m'avait demandé mon expérience, c'est celle-là. Et c'est vrai que, je dois le dire, hein, haut et fort, c'est grâce au Falun Gong que j'ai retrouvé la capacité de dormir, parce que ne pas dormir du tout, et j'avais tout le temps sommeil, ne pas dormir du tout, c'est vraiment extrêmement désagréable.
Voilà. Et donc, 17 ans après, vous continuez à pratiquer Falun Daga ou bien... Falun Gong ou Falun Dafa, c'est difficile à dire peut-être. Oui, c'est deux choses distinctes. Et est-ce que... Parce que ça m'est arrivé sur une plage de voir des gens faisant un certain nombre d'exercices. Et je me posais la question. À Grand-Anse, par exemple... Grand-Anse, ah oui, peut-être. Oh non, je n'ai pas dit que c'était vous, non, mais enfin, j'ai vu. Et donc, les pratiquants sont de plus en plus nombreux en Guadeloupe. Et c'est même pas ça là seulement la question, c'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui vous êtes en mesure de conseiller à quelqu'un qui aurait quelques problèmes d'insomnie ou dépressif, quelque chose comme ça, de pratiquer? Alors, je vais dire les choses autrement. Je vais répondre sous un autre angle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, bon, si vous avez tel problème, allez pratiquer du Falun Gong, ça va les résoudre. Non, c'est pas ça. Enfin, selon moi, c'est plutôt essayer la pratique, puisque ça ne coûte rien, parce que de toute façon, c'est gratuit. On ne va jamais vous demander de payer pour aller apprendre à pratiquer. Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Et comment ça se passe? Justement, j'en profite pour dire comment ça se passe. On se présente sur des sites de pratique. Si je peux, voilà. Par exemple, vous avez des petits dépliants. Et là, vous avez des sites de pratique. Alors, je vois Petit-Bourg, Gosier, Rivière-Sens, Petit-Bourg. Vous avez l'heure, le lieu. Et là, vous avez les numéros de téléphone des bénévoles. Ça se fait le matin. Plutôt le matin ou le soir, ça dépend. Donc, en général, sur les plages. Oui, pourquoi? Parce que ce sont des lieux publics accessibles à tous, puisque la pratique, elle est gratuite. Donc, d'accord. On peut aller dans une salle. On ne paie pas... voilà, c'est ça. Mais non. C'est pas un commerce, quoi. Voilà. Non, c'est pas du tout un commerce. Donc, il y a deux possibilités pour apprendre la pratique. Soit on se présente sur des sites de pratique. Soit... Donc, le site officiel, d'ailleurs, c'est falundafa.org. Et c'est là que vous en saurez davantage sur cette pratique. C'est vraiment le site qui vous permet de savoir ce que c'est. Si, par exemple, vous voyagez, mettons, ça m'est arrivé d'être à Toulouse, mettons. Je suis allée chercher sur falundafa.org où pratiquer, et j'ai trouvé à quel endroit à Toulouse je pouvais pratiquer. Je suis allée. C'est comme ça que ça se passe. Et vous pouvez aussi, donc, deuxième possibilité, si vous voulez apprendre la pratique, donc, sur le site, il y a la vidéo. La vidéo avec le maître de Qigong, M. Liang Shi, qui a mis au point cette pratique. Et là, vous pouvez apprendre tranquillement votre pratique. D'ailleurs, même si on sait la faire, il est bon de revenir sur cette vidéo, parce que les exercices peuvent être plus ou moins un petit peu déformés. Donc, il est bon de... Voilà. Mais à quel moment on devient, je ne vais pas dire maître dans l'art, mais enfin qu'on a accumulé suffisamment de connaissances pour être comme vous? Bon, c'est-à-dire, il y a des gens qui apprennent tout seuls, je veux dire, en allant sur la vidéo, en allant sur le site. C'est-à-dire, les exercices ne sont pas très difficiles à apprendre. D'accord. Au bout de... Ça dépend des gens, ça dépend. Il n'y a pas de règle absolue. Au bout de, je ne sais pas moi... Ça dépend. Il y a des qui font les exercices d'un seul coup, comme si comme s'ils les avaient toujours fait. Il y a certains qui restent un certain nombre de temps. Un certain nombre de temps, voilà. Mais c'est bien de s'entraîner. D'accord. Voilà. Et ça aide, spirituellement. Ah, ça aide, je vous assure que ça aide. Parce que vous parliez de la pandémie tout à l'heure. Oui. Moi, franchement... Ça vous a beaucoup aidé à... Ça m'a beaucoup aidé, surtout pendant le confinement à 100%. Là. Parce que là, on ne pouvait plus sortir. Bon, on faisait chez soi, parce qu'on peut faire soit chez soi ou sur le site de pratique. Et là, on pouvait les faire, chacun chez soi. Ou bien, comme disait Victor tout à l'heure, on avait trouvé un système, on pouvait aussi le faire en ligne. Mais quand même, bon, il faut adhérer quand même à l'association, parce qu'il y a une association Jade Caraïbes. Alors, vous réunissez quand même pour faire des séminaires, des choses comme ça? C'est-à-dire, l'association peut organiser des séminaires, par exemple, je ne sais pas moi, parce qu'il y a ce qu'on appelle un stage de 9 jours. Sur une thématique. Oui. Mais l'association, elle a le fonctionnement très souple. D'ailleurs, on vous disait que lorsque vous allez sur le site de pratique, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. D'accord. La première fois, mettons, vous allez sur le site, là, vous voyez Petit-Bourg, il y a un numéro de téléphone, vous téléphonez. C'est le bénévole, moniteur ou monitrice, qui va vous dire où se trouve l'endroit. D'accord. Puis vous allez venir quand vous voulez. D'accord. Ok, on a bien noté. Alors, donc, il y a deux, vous avez dit, il y a le gong et puis le DAFA. Alors, autre chose, ça va jusqu'à l'alimentation?
Est-ce qu'il y a des recommandations particulières ou bien c'est uniquement au niveau physique pas et spirituel? nécessairement, non. On Ouais. est censé manger de tout. Non. Voilà. Et puis moi, je dis, on écoute son corps aussi, c'est à vous de voir. Ouais. Mais l'alimentation, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et globalement, on approche de la fin, globalement, les gens que vous avez pas recrutés, enfin qui sont venus vous rejoindre, ils ont eu les mêmes, je veux dire, les mêmes résultats que vous, c'est-à-dire qu'ils se sentent mieux dans leur corps, dans leur esprit? Ben, la plupart du temps, oui. Hein. Oui. Ouais. Ah oui. La plupart du temps, les gens disent qu'ils se sentent plus détendus. Et puis c'est le fait de faire ce travail sur soi. Oui, bien sûr. En Voilà. permanence. Et donc, je pose la question à Victor quand même. Oui. Il n'y a pas de grand prêtre du Falun, non? Pas du tout. Non. Non, 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 Il n'y non. a pas de gourou, C'est très ni, souple comme Oui, fonctionnement. non, je pose la question Vous parce avez que raison. quelquefois les gens disent ouais, c'est Vous- des sectes, etc., etc. Ouais. Ça n'a pas Pas ce du caractère-là. Pas du tout, c'est chacun qui fait en fonction de Voilà. De ses besoins, C'est une pratique très ressent. personnelle. Voilà, très perso. personnel. Alors, comme vous dites que ça va être bientôt la fin de notre... Oui. Alors, il y a quelque chose quand même que je voulais ajouter. Ajouter, c'est gratuit. Alors, c'est que, voilà, cette pratique, elle est née en Chine, Oui. les années 92. Ah, c'est récent. Relativement, oui. Oui. Parce qu'avant, ça se transmettait de maître à élève, on va Oui. dire. Ah ben ouais, il y avait quand même des maîtres, c'est ça. De maître à Auparavant. élève, mais le sens, pas le sens maître et esclave, non, aussi Non, non, maître... non, non, de professeur à élève. on va Voilà, dire. Voilà, professeur, voilà, c'est mieux de dire, voilà. Oui. Mais enfin, on peut, oui, maître, professeur. Et Monsieur Liang Shu a décidé de la rendre accessible à tous. Oui. Alors, à partir de 1992, donc en Chine. Et la pratique a eu un succès Oui. impressionnant en Chine. Et les gens, de bouche à oreille, voilà, ils en ont parlé. En plus, comme c'est bon pour le corps et l'esprit, comme on dit, Oui. ça améliore la santé, nécessairement. Oui, bien sûr. Ça améliore la santé d'une façon ou d'une autre, ça améliore la moralité. Oui. Donc, la Chine elle-même, l'État chinois s'en est trouvé mieux, quoi. D'accord. Et cette popularité, elle n'a pas plu au Parti communiste chinois. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas admis... Alors, ils n'ont pas admis qu'il y avait davantage de pratiquants que de membres du Que de PCC. militants du PCC. Voilà. Oui. Alors qu'on Ils fait ont ça, combattu, on fait ça pour soi, en fait. C'est comme si vous faites du yoga. Vous Oui. faites du yoga pour vous, pour votre développement personnel. Oui. Et donc, ça s'est répandu de 92 à 99. Les gens pouvaient pratiquer librement. Mais en 99, à l'époque, c'était M. Yang Zemin, qui est encore vivant, hein, qui était leader du PCC. Et il en a pris ombrage, il a décidé d'interdire, d'éradiquer ça. Donc pour lui, il fallait éradiquer ça en quelques mois. Mais il y avait quand même une raison, quand même. Non, mais la raison, il y a plusieurs raisons, mais la principale, parce qu'on a fait des enquêtes, la principale, c'est surtout le fait qu'ils n'ont pas admis qu'il y avait davantage. Ils ont pensé que les pratiquants faisaient ça. Il y a quand même 2 milliards de Chinois, il n'y avait pas 2 millions de Falun. Non, 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 mais ils ont pensé, Oui. c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Oui. Ils ont pensé que les gens faisaient ça pour mettre à bas Couper l'herbe sous le pied du Ouais, parti voilà, alors communiste. que c'est comme si je vous dis on fait du yoga, on le fait pour ça, on le fait pas pour... Et ça s'est calmé depuis? Pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Donc je disais, là, ce monsieur-là, Yang Zemin, il a mis en place une Loi. répression L'oppression. pour interdire le Falun Gong. Ça venait pas du Tibet au Le départ? diaboliser. Non, le Tibet, c'est encore autre chose. Voilà. C'est encore autre chose. Parce qu'il faut dire que toutes les minorités, malheureusement, sont persécutées. Persécutées. Mais, alors moi, je posais quand même la question. Le Falun Dafa, c'est une philosophie quand même? Oui, puisque ça Quelque repose part. sur la vérité, la bonté, la Oui. patience. C'est une philosophie. Oui. Et donc, cette répression sévère, jusqu'à présent, elle dure. Oui. Et il y a même plusieurs, comment dire ça, Des hôpitaux. plusieurs disons. études qui ont montré, il y avait des allégations comme quoi on ne comprenait pas, les médecins occidentaux ne comprenaient pas qu'il y ait autant de transplantations d'organes en Chine. Oui. Ils se sont dit, c'est bizarre, parce que dans la culture chinoise, on ne donne pas ces organes. Donc, ils se disent, mais d'où viennent ces organes? Oui. Et en faisant des enquêtes. études, des enquêtes discrètes, ils se sont rendus compte qu'effectivement, et jusqu'à présent, il y a des enquêtes qui sont faites et qui prouvent que les organes là, en quantité là, qui étaient transplantés, mais ça venait de prisonniers de conscience et en majorité des prisonniers de conscience Falun Gong, D'accord. malheureusement.
Et c'est le pays où il y a une interdiction. Justement, j'allais ajouter que c'est le pays d'origine, Oui, le seul pays où vous ne pouvez pas pratiquer ouvertement, librement, partout ailleurs, Dieu merci, c'est possible. Et comme eux, ils ne peuvent pas se défendre, donc c'est seulement ceux qui peuvent, comme nous, le faire librement, qui peuvent dénoncer cette... Voilà. Bien, mais écoutez, on vous remercie d'être venu expliquer ça aux gens qui peut-être vous rejoignent. On va afficher le numéro de téléphone avant la pub, juste que les gens voient si les gens sont intéressés par cette pratique. 59 05 87. Vous tombez sur l'association Fleur de Jade Caraïbes. Merci d'être venu, monsieur Denon. Merci beaucoup. Merci Canal 10 de nous avoir invités. Voilà. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, il est 13h02. On va recevoir successivement monsieur Sylvain Bébel. Bonjour. Il est délégué de la MMJ et administrateur de la Mutualité française. On va faire la différence entre les différenciations mutualistes. Et on va recevoir un musicien guadeloupéen qui avait quitté son pays il y a très longtemps, qu'on connaît bien, Patrick Nussier. Bonjour. Bonjour. Il a été le synthétiseur des Aiglons depuis un temps à Cuissa. Tu étais encore là à Cuissa? C'était là dans la grande période des tubes. La grande période des tubes des Aiglons, premier disque d'or de la Guadeloupe. On va en parler tout à l'heure. Alors, on va d'abord faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est ce matin... effectivement, ce job dating dans le bâtiment, puisque vous savez, quand on recherche des gens pour travailler, et on fait de plus en plus ce qu'on appelle un job dating, c'est-à-dire où les gens viennent très rapidement avec les patrons, ils se retrouvent, et quand ça marche, comme on dit, quand ça match, ça avance. Maxime Morel était sur place, on regarde. Nous avons consacré une semaine au BTP. Le BTP est un secteur porteur d'embauche actuellement sur la Guadeloupe. Donc nous préparons déjà nos demandeurs d'emploi pour que nous puissions être là aux attendus des entreprises, des besoins des entreprises. Le fait de faire ce job dating, que les demandeurs d'emploi viennent à nous, employeurs, et que nous venions à Pôle emploi les rencontrer, je pense que c'est une démarche qui est très intéressante et qui peut déboucher sur des emplois durables et durables, tout simplement. L'activité principale que vous avez, c'est vous êtes peintre? Je suis peintre en premier. Comme je suis à la recherche de travail, pour trouver un travail, il faut aller vers les patrons. Et comme Pôle emploi nous a permis de les rencontrer ici, alors c'est mieux de venir ici. C'est mieux puisqu'on est en contact réel avec l'employeur, on croise du monde, on peut discuter, on échange sur nos expériences. Envoyer un CV, c'est facile, mais c'est pas très aboutissant, je dirais. Il faut échanger aussi avec le patron, c'est pas que déposer un simple CV, c'est savoir se vendre surtout. C'est mieux parce qu'on voit le candidat, on sent sa motivation, on peut échanger, voir un peu ses différences, ce qu'il a fait, ses expériences passées et déterminer, voir si c'est quelqu'un qui peut rentrer, qui peut nous apporter quelque chose dans la société. Voilà, job dating, et ça fonctionne de plus en plus, et c'est tant mieux pour les employeurs, pour les employés et les futurs employeurs. Alors, je voulais dire, on va parler un petit peu de la différenciation mutualiste, et pour ça, on a avec nous Sylvain Bébel, qu'on a l'habitude de recevoir. Alors, Sylvain Bébel, merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur de la Mutualité française de la Guadeloupe. Aussi, vous êtes, si je me trompe, oui, délégué de la mutuelle du ministère de la Justice, la MMJ comme on l'appelle. Et donc, les gens ont besoin de comprendre la différenciation, la différence entre les mutuelles, puisqu'il y a plusieurs types de mutuelles. Alors, quelle est cette différence? Comment on peut l'expliquer? Alors, la différenciation mutualiste, oui. Donc, je vais vous la présenter. C'est-à-dire, il y a trois familles dans la mutuelle. Donc, vous avez les mutuelles, les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance. D'accord. Voilà. Donc, quelle est la différence? Nous sommes donc trois familles, mais nous exerçons le même métier. C'est-à-dire que les mutuelles s'occupent principalement de la santé, c'est le cœur de métier. C'est au cœur de métier, bien sûr. Alors que les autres sont multirisques, donc ils s'occupent de ce qu'on appelle l'IARD, donc incendie, accident et risques divers. Voilà. Mais les mutuelles donc s'occupent principalement de la santé. D'accord. Les mutuelles sont des sociétés de personnes qui relèvent du code de la mutualité. Les compagnies d'assurance relèvent du code des assurances. Et les institutions de prévoyance relèvent donc du code de la sécurité sociale. D'accord. Voilà.
On peut dire que les compagnies d'assurance sont des sociétés de capitaux, c'est-à-dire qu'ils font appel à l'actionnariat. Donc, il y a des capitaux privés. Et donc, elles traitent avec des clients, qui, parce que leur but, c'est de gagner de l'argent. Oui, et les clients ne peuvent pas intervenir dans... Et les clients ne peuvent pas intervenir dans la gestion de l'entreprise. Tout à fait. Alors, tandis que les mutuelles, elles possèdent donc par des gestions bénéficiaires, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance, elles distinguent les risques. Oui. C'est-à-dire qu'on va vous demander un questionnaire médical et on va vous dire, bon, vous ne pouvez pas inclure dans le contrat telle pathologie. Voilà. Donc, il y a des... Voilà. Alors que la mutuelle, ce sont des sociétés à but non lucratif, fondées sur la solidarité, la solidarité pour le remboursement des charges des frais médicaux occasionnés pour les maladies et accidents. Oui. Et donc, les mutuelles sont gérées par les adhérents via les cotisations. Tout à fait. Bon, les mutuelles, donc, les adhérents donc, désignent des délégués qui eux-mêmes vont élire un conseil d'administration ou un bureau et qui va gérer la mutuelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, parce que souvent on m'a posé la question ici, le complémentaire de santé? Alors, la complémentaire santé, c'est un terme générique qui désigne à la fois le contrat des mutuelles ou la compagnie d'assurance ou de l'institution de prévoyance. C'est le contrat. D'accord. La complémentaire santé. Alors, cette complémentaire santé vise à compléter les prestations du régime obligatoire, c'est-à-dire la sécurité sociale. Donc, ce sont donc des produits proposés par les mutuelles et qui couvrent les produits non pris en charge par la sécurité sociale. D'accord. Et l'autre question, c'est le statut même des mutuelles. Alors, le statut des mutuelles, une mutuelle, ce n'est pas une association, hein, parce qu'il faut faire la distinction. C'est un organisme de protection sociale qui est contrôlé, son activité est contrôlée par la CPR. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel des résolutions, qui contrôle également les banques et les assurances aussi. Et les compagnies d'assurance. Oui. Et cet organisme est placé auprès de la Banque de France. Tout à fait. Donc ça, c'est sérieux. Oui. Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé, donc fondées et qui mènent des actions de prévoyance, de solidarité d'entraide pour leurs membres et pour contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique donc des adhérents et à l'amélioration des conditions de vie. C'est l'article 1 du Code de la mutualité. D'accord. Alors, mais souvent on parle de contrat responsable. C'est quoi exactement le contrat responsable? Alors, le contrat responsable, ce sont les pouvoirs publics qui ont instauré le contrat responsable. Alors, le contrat responsable, donc, c'est pour maîtriser les dépenses de santé et de lutter contre les changements intempestifs de médecins. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour le même problème, ils vont voir 3-4 médecins. 3 médecins différents. Oui. Et donc, ça a un coût. Et donc, pour limiter ces dépenses, donc, les pouvoirs publics ont instauré le contrat responsable qui responsabilise l'usager et qui l'oblige à désigner un médecin traitant. D'accord. D'accord. Donc, toutes les fois où l'adhérent ne respecte pas donc le parcours de soins, donc il est pénalisé, il peut avoir des pénalités. D'accord. Et donc ces pénalités donc, ne peuvent pas être prises en charge. Les mutuelles s'interdisent aussi de prendre en charge ces pénalités. Ils ne sont pas remboursés en fait. Ils ne sont pas remboursés ou ils sont remboursés, comment dire, enfin une réduction. Un taux moindre. Un taux moindre, voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Est-ce que ça marche dans l'autre sens aussi? Est-ce que la personne qui respecte tout ça, est-ce qu'elle est mieux remboursée
Ah oui, bien entendu. Je pense que Danick allait poser la question. Oui, tout à fait, parce que les contrats... Ils essaient de faire ça aussi en Belgique. Oui, tout à fait. Ah bon, ils font ça aussi en Belgique? Oui, ils essaient de faire ça. Donc, on est mieux remboursé. On respecte centralisation des dossiers oui. pour que les médecins puissent avoir accès, enfin un certain nombre de praticiens puissent avoir accès à votre dossier. Comme ça, quand vous arrivez, vous ne perdez pas de temps à expliquer ce que vous avez déjà fait. Et puis, limiter effectivement de courir à droite et à gauche, de médecin en médecin, pour prendre des avis différents, etc. Mais en contrepartie, on est mieux remboursé. Oui, tout à fait, puisque les contrats responsables assurent un bon niveau de remboursement complémentaire pour les adhérents, enfin les assurés, tels que les consultations en ville, la biologie, les analyses médicales, et les médicaments, les vignettes blanches. Oui. Les contrats responsables aussi comprennent deux actions, prennent en charge aussi deux prestations de prévention. Donc, la prévention aussi, c'est très important. En revanche, ils ne remboursent pas le forfait de 1 euro. Ah bon? Non, le forfait de 1 euro, c'est pour tous les médecins. Dès que vous allez voir un médecin, donc la sécurité sociale vous retient 1 euro. Oui. Et les pénalités financières liées au non-respect du parcours. Oui. Parce que quand on n'a pas respecté le parcours de soins coordonnés, donc effectivement, on a ces pénalités. Oui. Et ces contrats, de toute façon, c'est dans le cadre de la Cour nationale Alors, donc ça nous amène à parler de l'ANI, donc la Cour nationale interprofessionnelle. Oui. Donc, la mutuelle d'entreprise, puisque l'ANI, c'est pour en fait permettre que tous les on va dire les assurés sociaux, de manière générale, la sécurité sociale, aient une couverture. Donc, et ça oblige donc les employeurs. Ça a été instauré au 1er janvier 2016. Donc, tous les salariés... Dans l'entreprise on doit à la mutuelle. Elle est obligatoire pour tous les salariés. Oui. Mais il y a quand même une différence entre la mutuelle d'entreprise et la mutuelle individuelle. Oui, tout à fait. Alors, la mutuelle individuelle, la différence, c'est que pour la mutuelle d'entreprise, donc l'employeur est obligé de proposer un panier de soins minimal et prend en charge une partie, de la cotisation à hauteur de 50%. C'est-à-dire que l'employeur paye la moitié de la cotisation de son employé. Mais l'employeur aussi peut décider de prendre en charge à 100%. Et notamment, par exemple, dans les grandes entreprises, les cadres, les cadres ou les dirigeants importants, pour les fidéliser, parce qu'il y a une concurrence, il y a d'autres sociétés qui essayent de les démarcher. Oui, tout à fait. Donc, on propose pour le garder, quoi. Pour le garder. Donc, on lui propose une couverture 100%, pour lui-même, pour sa famille et ses enfants. Enfin, sa femme et ses enfants. Oui. Voilà. Donc, c'est pour fidéliser. Et puis, bon, d'une manière générale, c'est pour une certaine cohésion sociale. Oui. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais c'est important quand même de dire que l'employeur est obligé de proposer une mutuelle. Oui, c'est obligatoire. Oui. Maintenant, c'est obligatoire depuis 2016, je crois. Oui, 1er janvier 2016. Il est obligé, chaque entreprise doit proposer une mutuelle d'entreprise. C'est pour permettre tous les employés d'avoir... Mais l'employé, il peut refuser quand même. Alors, l'employé peut refuser dans certains cas, c'est-à-dire que l'employé qui, par exemple, travaille pour 2 ou 3 employeurs, alors s'il a un autre employeur qui lui propose un contrat d'entreprise, enfin une mutuelle d'entreprise, donc il a déjà, et qui est plus avantageux que l'autre, donc voilà. Ou s'il est en qualité d'ayant droit, par exemple, son conjoint. Oui, déjà dans une mutuelle. Et il bénéficie d'une mutuelle. Voilà. Parce que, comme on disait tout à l'heure, pour les cadres, l'employeur qui va proposer à son cadre pour qu'il n'aille pas ailleurs, il lui dit, bon, je vais vous couvrir votre conjoint et vos enfants. Tout à fait. Donc, le conjoint qui bénéficie de ça, il ne va pas prendre une mutuelle de son entreprise. Tout à fait. Alors, il y a aussi ceux qui bénéficient de la CSS, c'est-à-dire la couverture
Social et santé solidaire. Voilà. Oui. La complémentaire santé solidaire qui remplace la CMUC oui. et la CS. Il y a également ceux qui sont en contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, donc ils sont à durée déterminée, donc ils ne sont pas obligés de prendre, ou bien encore des jeunes apprentis. Oui. Voilà, bien, on a fait un point, c'est nécessaire parce que beaucoup de gens se posent des questions sur la mutuelle, surtout en cette période où il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui sont malades et qui ont des difficultés, et on se rend compte de l'intérêt de la mutuelle aujourd'hui. Hein. Mais justement, toutes ces mesures sont faites pour que le maximum de citoyens soient couverts, oui. pour éviter le risque justement de ne pas se faire soigner. Il y a des gens, du fait qu'ils doivent payer une mutuelle, et donc ils adhèrent pas, et donc ils ne se font pas soigner, au détriment de leur santé. Donc ça incite aussi les gens à avoir une mutuelle, notamment pour une couverture et pouvoir avoir accès aux soins. L'accès aux soins, voilà, c'est ça, pour le maximum de personnes. Bien, Monsieur Bébel, merci pour ces explications très nécessaires en cette période. Et on va changer de sujet. Puisqu'on va parler un petit peu musique avec un musicien très connu en Guadeloupe qui a eu son heure de gloire il y a quelques années, 4 décennies, me disait Patrick Nussier. Bonjour, merci d'être avec nous. Oh oui, bonjour. Alors, vous avez été un aiglon. Oui. Alors, je ne sais pas si je suis devenu un aigle, mais c'est vrai, on a été... Comment ça a commencé avec les aiglons? Les aiglons, oui. Jordan, on a quelque chose des aiglons, là? Oui, on va mettre un petit... Oui, c'est comme ça qu'on m'a connu. Hein. J'ai lancé le synthétiseur, en fait. J'étais le premier à utiliser le synthétiseur. On a eu dans tous les tubes des aiglons, la marque de fabrique, c'était vraiment ce coup de synthétiseur. Qui a été pris même en Haïti après. Qui a marqué les gens. Les Haïtiens l'ont repris après. Oui. Parce que dans leur compas, il n'y avait pas de synthétiseur. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est tous les orchestres d'ici, d'ailleurs, l'ont intégré. Et puis, surtout en Haïti. Voilà, on va prendre juste un petit extrait comme ça que Jordan a choisi. Yo pasa versa, yo emisa, yo pasa versa, yo emisa, yo pasa versa. Oui, piti. Puissa lapin, pépé, puissa raccoon, coucoune, puissa femme, puissa femme, puissa femme, puissa femme, puissa femme, puissa femme. Mais moi en cas parler, c'est moi qui a dit ça. Moi Michel Nerpla, moi ça sont aimé ça. Sont qu'a adoré ça. Tous les hommes ont aimé ça. Mais oui ils ont aimé cuisse, cuisse à poule, cuisse à canard, cuisse à coden, cuisse à couic, cuisse à mouton, cuisse à cochon, cuisse à lapin. Cuisse à raccoon, cuisse à femme, 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 cuisse à femme.
donc c'est Michel Alexis qui avait pris l'habitude de ramener des instruments des États-Unis. Oui. Hein. Il a eu bien raison, puisque c'était la proximité. Oui, bien sûr. Et puis les Américains étaient très en avance technologiquement, surtout et puis il a ramené ce clavier des États-Unis. Parce que tu étais déjà pianiste avant. Tu étais pianiste. Alors, à l'époque, on était organiste. Organiste. Les instruments portables, hein, parce que à l'époque de Fernès, ils avaient besoin de 5-6 rodis pour porter un vrai piano. Oui. Mais il ne tenait pas longtemps, le piano, à ce rythme-là. Donc c'était pas faisable. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé petit à petit à utiliser des harmoniums, finalement. Des espèces d'orgues portables. Et puis, qui se sont spécialisés. On a eu des choses quand même avec des sons assez corrects. Mais on n'était pas... Alors... Dans la foulée d'ailleurs, puisque tu me tends la perche, dans la foulée, on a eu aussi un piano électrique dans l'orchestre. Ah, il y a eu un piano électrique. Parce que Floro était là un moment aussi. Pardon ? Gilles Floro, il a été là aussi. Oui, il a été là après moi. Après, oui. Mais il y a un moment donné où j'étais là avec Charlot Morinier, et on jouait à 2 clavéristes, et donc on avait un piano électrique, on avait un orgue, on avait un synthé pour jouer les strings. Donc les violons, des sons de violon, des nappes de violon. Et donc voilà, donc on a toujours essayé d'être à l'avant-garde techniquement. Enfin, surtout Michel, il y tenait parce qu'il savait que c'était important. Le son, c'est la moitié d'un groupe quand même. Absolument. Le son, c'est la moitié on peut avoir la meilleure musique du monde, et il faut aussi savoir bien la présenter, la mettre en valeur. Et donc, concernant ce morceau-là, alors Michel m'a donné l'air plat, m'a donné la première phrase, et puis après j'ai brodé, donc c'est toujours ça. Il lançait, il composait les thèmes principaux, et donc chacun était censé s'approprier le truc et puis le développer. En parlant du son, on reconnaissait tout de suite le son. Il y avait un son Aiglon, c'était la marque de fabrique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'avais ma façon à moi de régler, de faire mes effets. Hein. C'est très aigu. C'est la recette. Hein. C'était la recette personnelle. Oui, c'est un synthé qui a, d'une façon générale, un son assez brillant, mais on entend ce qu'on entend là, on entend en fin de phrase des vibratos, de trémolo, etc. Donc le son qui se prolonge avec des effets, presque un miaou, comme ça, quand on écoute un tel, miaou. Et donc c'était une touche que tout le monde a essayé de... Mais après, Typical n'avait pas ce son-là à l'époque. Ah non. Non, je pense qu'ils n'ont jamais utilisé le synthé. Ils n'ont jamais utilisé le synthé, Typical, je ne crois pas. Ils ont voulu rester vraiment dans leur couleur. Ils étaient là avant, ils ont décidé de ne pas suivre le mouvement et garder leur personnalité. C'était quoi, Bolo, comment on appelle ça, la musique Bolo. Enfin, le son de Typical, je ne me rappelle plus, mais c'est un truc environ Bolo. Mais en tout cas, Cabolo, oui. Ceux qui étaient là avant ont choisi de rester dans leur style. Hein. Oui. Donc, c'était les Maxels qui étaient là à Pointe-à-Pitre, les Vikings qui étaient là. Machin. Il y avait le super combo de Pointe-Noire. Avec Michel Monrose, que je salue au passage. Ah oui, c'était aussi parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai appris aussi qu'il avait été mon prédécesseur dans les Aiglons. Ah bon, il a joué aux Aiglons avant. Oui. Voilà. Mais ce sont... Alors moi, je l'ai toujours connu dans le super combo de... Mais oui, c'est là qu'on le connaissait. On m'a donné des héros, on m'a donné un galop, et voilà. Mais bon, voilà. Quand on va chercher plus loin... on se rend compte, on apprend des choses, Et à quel moment, Patrick, tu décides de changer de registre ? J'ai eu ma vocation pour la musique dès l'âge de 13 ans. Oui. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'orgue qui a déclenché cette passion, mais très vite, je me suis retourné vers le piano, qui était mon instrument de départ. Je suis retourné vers le piano, et en tout cas, très vite, déjà à l'âge de 15 ans, j'ai accroché au jazz. J'ai découvert... Ça, c'est après les Aiglons.
Non, c'était avant. Avant les Aiglons, quand j'avais 15 ans, j'ai découvert le jazz, des gens comme Jimmy Smith. D'accord, oui. Très bel organiste. C'est un organiste, oui. Comme Rhoda Scott. Et voilà, et j'avais déjà cette idée de partir pour étudier le jazz. C'était ça que je voulais faire. D'accord. Mais l'histoire a voulu que... Il y a eu un passage Aiglon. Je suis rentré dans cet orchestre. On a commencé à enchaîner les tubes. Oui. On a commencé à enchaîner les tubes. Oui. Voilà, alors je me suis dit, j'étais hésitant. Je dis, qu'est-ce que je fais pas. Et puis voilà, à un moment donné, je me suis décidé, allez, je franchis le pas. C'est une très belle expérience, mais il faut continuer, à se diversifier, il faut continuer à faire d'autres expériences, etc. On prend une pause et on se retrouve tout à l'heure. Après la pause, excusez-moi parler de ces deux albums qui sont sortis, l'Odyssée de l'eau et l'autre c'est Patrick Nussier Play Piano Jazz Quartet. À tout de suite. Voilà, on est retourné sur le plateau du ZCL. Entre-temps, Madame Arissi qui est arrivée. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas pour le CKS aujourd'hui, elle est conseillère, conseillère technique, elle est référente pour le harcèlement scolaire. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Mais avant, je reviens avec Patrick Nussier. Alors, il y a un téléspectateur qui me dit que Typical a adopté aussi le synthé. Ah, mais voilà, je l'ignorais, je pas... Alors c'était peut-être un peu plus discret. Je ne sais pas si... Vous n'avez pas les mêmes solos que toi, c'est ça? Oui. Je n'en savais rien. Je dois l'avouer. Alors, après les Aiglons, donc, quitte les Aiglons, et tu reviens à tes premiers amours, c'est-à-dire le jazz. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais en antenne. J'ai accroché au jazz. J'ai découvert le jazz déjà à l'âge de 15 ans. Donc, c'était déjà un peu avant d'intégrer les Aiglons. Et voilà, je m'étais toujours dit, il faut que j'aille approfondir le jazz. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup l'occasion d'en jouer. Voilà, on jouait, on faisait des petits quartets en semaine pour jouer au Mabouya. Je ne sais pas si tu connais cette... Le Mabouya et le zombie, il y a le Mabouya et le zombie. Oui, et de même que Georges Simonette faisait ça aussi. Georges Simonette qui était le premier pianiste de Typical. Mais on avait très peu d'occasion d'en jouer. Et en plus, notre orchestre, nos orchestres respectifs étaient les plus importants, ils étaient les prioritaires. Donc voilà. Et donc, alors c'est ce que je disais. Je suis rentré dans les Aiglons, on a eu tout de suite du succès. Et puis donc, du coup, j'ai posposé, j'ai fini par partir. Et finalement, c'est en Belgique que j'ai fait le conservatoire, puisque je suis parti quand même assez rapidement de Paris. Je suis parti assez rapidement vers Bruxelles. Oui. Et c'est là que j'ai concrétisé. Alors cet album que tu as en main, c'est un album que j'aurais dû faire il y a quand même beaucoup de temps. Mais voilà, je suis quelqu'un qui... On va écouter un petit extrait. Oui. Voilà. Un peu le jazz Nussier. Je ne peux pas dire que c'est mon équipe parce que ce sont des musiciens qui sont extrêmement sollicités.
c'est vraiment, j'ai la chance de connaître maintenant, au bout d'un certain temps, de connaître les musiciens les plus en vue, finalement, de trucs. Bon, à la batterie, il y a Bruno Castellucci, qui a été mon professeur quand j'étais au conservatoire. J'ai pas appris la batterie, mais mon professeur de combo, on organise des petits combos au conservatoire pour pratiquer ensemble. Bart Denolf, avec qui on n'était pas dans la même école, parce que lui c'est un flamand, donc il était en section flamande. C'est quelqu'un qui finalement est devenu le responsable de la section jazz flamande au conservatoire de Bruxelles. Et puis Gino Latouka à la trompette, qui m'a fait le plaisir de venir, qui est aussi un trompettiste très, très en vue, professeur au conservatoire, etc. Alors ce sont des gens qui sont extrêmement pris. Mais ils m'ont fait le plaisir de venir participer à mon album. Et puis maintenant, si Dieu veut, et que s'ils sont disponibles au moment où j'ai une proposition de festival ou de concert, alors tant mieux, ils viennent avec moi, parce que c'est vraiment une solide équipe. Quand tu es avec des gars comme ça, tu as vraiment l'impression de flotter. Alors, il y a un deuxième album, L'Odyssée de Lou. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'ai voulu écrire une chanson qui concerne plus spécifiquement les Guadeloupéens. Ah bon? Et donc... ça concerne Madame Marisic. Oui, alors... donc, il fallait... L'eau était pour lui à Trois-Rivières récemment. Oui, ben écoute... Retour aux sources, exactement. Donc, j'ai vécu ça ici, et j'étais en train de me demander qu'est-ce que je pouvais écrire pour les Guadeloupéens. Et puis, je regardais, je dis, tiens, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup écrit sur le sujet. Ouais. Et voilà. Et puis, j'ai eu une inspiration. Alors, j'ai écrit quelque chose sur les problèmes d'eau. Verser des larmes sur son eau. Oui, voilà. Avec beaucoup de jeux de mots. Oui. Donc, la saga de l'eau. Le premier sous-titre, c'est La saga de l'eau, parce que c'est vraiment des péripéties. C'est pas fini, hein. Mais oui, qui n'en finissent pas. C'est loin d'être fini. Qui n'en finissent pas. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment l'idée, voilà, de faire quand même quelques jeux de mots pour des jeux de pistes, etc. Mais j'ai décidé finalement de tourner quelques images pour expliciter, parce qu'il y avait tellement de jeux de mots. On a une petite vidéo, on peut voir quelques extraits rapidement. Voilà. Oui, alors j'ai un certain nombre de concerts à venir. Donc ce samedi, je serai au New Petit Paris. Le 24, je serai au Diamant Créole à Trois-Rivières. Et puis je veux rejouer au Panoramique. Je veux jouer aussi le jeudi 21. Je rejoue au Créole Beach le 26. Une question. Quand tu joues quoi, du jazz ou bien tu joues des Alors oui, aussi? on fait quelques big jazz parce que bon, j'adore Alain Jean-Marie comme c'est mon idole. Ouais. Mais même pas. Enfin, je veux dire, la big c'est quand même aussi ma musique. Oui, et il se trouve qu'elle se marie très très bien avec le jazz maintenant, grâce à tous ces gens, Alain Jean-Marie, Camille. J'allais lui demander s'il avait eu l'occasion de partager quelque chose avec Alain Jean-Marie à Paris ou à Bruxelles. Non, malheureusement pas, parce je pense qu'on avait fait un bœuf ensemble dans les années 80. Il était venu faire un bœuf, c'est lui qui était venu faire un bœuf avec nous dans le club latino où je jouais. Mais après, j'ai eu l'occasion de le revoir. Mais des collaborations formelles, non pas. Bon, ben on prend note de ces rendez-vous. Et donc, j'ai ma journée de formation, stage d'harmonie, pratique, qui est ouvert à tous les musiciens. Ce sera grande révision de toutes les notions de base pour ceux qui n'ont pas le temps de s'inscrire dans des écoles tout le long de l'année. Ça va se passer le samedi 30, à l'école L'Art pour l'Art,
à Pointe-à-Pitre. Ah oui. L'ex-école Mavundi, il semble que ça a changé de nom. Cette école mieux sous ce nom-là. Voilà, je leur donne rendez-vous. Voilà. Merci d'être venu. Et puis, sur quoi les Bastériens sont contents de te revoir. Et les gens qui ont entendu, que ce soit le jazz ou le son aiglon, ben, disent ah, Patrick Ouvine. Voilà. Je dirais même les Guadeloupéens. Et les Guadeloupéens en général, parce que, et même au-delà. Au Brésil, on joue de la musique des aiglons au Brésil. Hein. Oui, tout à fait. Ils ont été les premiers à faire la version brésilienne. Oui, Piti, ils appellent ça. Il y a une version dominicaine aussi en espagnol. Donc voilà, je crois que même. Je pense qu'il y a une version en anglais qui est en... Et puis les aiglons sont toujours vivants. Hein. Oui, ils étaient à l'archipel récemment. Oui. Ils passent souvent un concert des aiglons à l'Atrium à Martinique. À l'Atrium à Martinique aussi. Oui, ils travaillent beaucoup en Martinique. Oui, effectivement. Voilà. Merci en tout cas, Patrick. Alors, on change de sujet complètement. Pour un sujet un petit peu plus grave, c'est le harcèlement scolaire. Et pour ça, on a fait venir Mme Valérie Harissik. Alors, Mme Harissik, comment vous gérez ça? Parce que c'est un problème qui est assez récurrent, puisque moi, j'étais au lycée, je me suis déjà, même à mon époque, il y avait déjà un petit peu de harcèlement. Mais ça a augmenté maintenant? La situation de harcèlement est de plus en plus connue, puisque nous en parlons. Et justement, vous nous donnez l'opportunité de porter l'information à un large public, au-delà de ce que nous proposons au sein des écoles, des collèges et des lycées, pour informer les élèves, les parents d'élèves et les personnels, donc sensibiliser toutes les communautés scolaires. Donc merci de cette invitation pour prolonger notre Vous avez fait une action hier, je crois. C'est hier, vous étiez sur le terrain ou avant-hier? Alors, c'est hier aux Abîmes, effectivement. Madame la rectrice a donné son autorisation pour que nous allions aussi dans un quartier à proximité de la population sur l'invitation de la ville des Abîmes pour porter cette information sur le harcèlement, donc sensibiliser les résidents du quartier des Abîmes. Mais alors, quelle est votre action? C'est seulement le signalement ou alors, notre action porte de la sensibilisation à la prise en charge. Oui. La sensibilisation, c'est par déjà l'existence du site Internet ministériel qui propose plusieurs outils, plusieurs ressources pour sensibiliser un peu chacun et même proposer une grille d'indicateurs qui permettent d'identifier une situation de harcèlement. Nous couvrons aussi la formation des personnels. Nous touchons aussi les parents à travers des ateliers de sensibilisation et nous espérons développer une expérience qui s'est menée dans deux ou trois établissements, l'expérience de parents ambassadeurs, donc que nous tenterons de développer à la prochaine rentrée scolaire. Donc la prévention, la formation, des actions fortes tout au long de l'année. Donc il y a la journée NA, la journée non au harcèlement, qui est organisée au niveau national au mois de novembre. Nous avons un concours Agir contre le harcèlement qui permet aux élèves aussi de s'exprimer à travers leur production, des affiches ou des vidéos. Donc ça leur donne, ça crée une certaine émulation, ça les pousse à aller chercher l'information, la juste information, et de proposer des outils qui soient adaptés à leurs pairs. Et d'ailleurs, notre académie a été primée par le national il y a de cela quelques années. Donc la formation, la prévention, la sensibilisation, et nous avons aussi le niveau prise en charge. Donc, prise en charge du harcelé ou du harceleur? Nous prenons en charge une situation de harcèlement. Donc cela suppose que nous prenons en compte aussi bien la victime que l'auteur et les témoins. Et évidemment, comme il s'agit d'élèves, nous rencontrons aussi leurs parents, parents de victimes, parents d'auteurs et parents de témoins. Il est vrai que régulièrement, on parle plus souvent de l'enfant victime, parce qu'effectivement, un enfant victime de harcèlement est un enfant en souffrance. Mais il faut savoir que les conséquences portent aussi sur l'enfant auteur de harcèlement, ainsi que les témoins. Et il est vrai que nous n'en parlons pas suffisamment, peut-être, pour que chacun se sente un peu plus concerné. Donc, un élève, auteur de harcèlement, lui, il peut développer un certain sentiment d'impunité.
et reproduire ce comportement dans d'autres espaces de vie, et notamment lorsqu'il accède à la majorité, qu'il construit sa famille, il peut aussi reproduire ce comportement. Quelles sont les caractéristiques, j'ai envie de dire, basiques du harcèlement scolaire? C'est quoi? C'est prendre quelque chose qui n'appartient pas, ou bien c'est toucher une fille? Alors, le harcèlement, c'est une dynamique triangulaire qui se répète dans le temps. Il s'agit de violences exercées avec l'intention de blesser, de violences exercées répétées sur un plus ou moins long terme à l'égard d'un autre élève qui ne peut se défendre et en présence de témoins. D'accord. Donc, le harcèlement se distingue bien de micro-violence où il s'agit d'altercation entre deux élèves. Oui. Le harcèlement prend la notion de témoin parce que les témoins, en fait, renforcent ce sentiment de toute puissance à l'élève harceleur. Oui. Ce sont des complices. Parce que quelquefois, ils filment eux-mêmes, on a vu des vidéos passer. Exactement, voilà, oui. c'est vrai. Donc, eux-mêmes, ils sont complices et ils donnent donc ce sentiment à l'élève auteur, ce sentiment d'avoir raison. Et il donne à l'élève victime le sentiment qu'il mérite bien cette situation de violence. Donc, c'est pour cela que les témoins aussi sont pris en compte dans la prise en charge des faits de harcèlement que nous rencontrons. Et d'une manière générale, quand vous prenez en charge, vous arrivez à, j'ai envie de dire, pas à guérir, mais enfin à atténuer les effets d'un côté ou de l'autre? C'est notre objectif. Lorsque nous prenons en charge, nous avons un protocole. Chaque situation fait l'objet d'une prise en compte singulière, précise. Et nous avons comme objectif de permettre à chaque enfant de se rendre de retourner à l'école, au collège, avec un sentiment vraiment d'être rassuré. Et donc, nous proposons des dispositifs d'accompagnement à l'élève victime, à l'élève auteur, aux élèves témoins. Donc, ça peut être aussi des punitions, des sanctions aux élèves auteurs et témoins. Oui. En tout cas, nous faisons en sorte que les situations soient prises en compte et soient traitées. Et nous assurons un suivi sur un plus long terme de ces situations, donc auprès des chefs d'établissement et des directeurs d'école, pour nous assurer qu'effectivement, la situation finalement a été résolue et que les enfants se portent au mieux. Vous arrivez à résoudre les problématiques? Oui, voilà. Nous prenons des dispositions pour. Oui. Bon, nous sommes l'éducation nationale, donc nous sommes là pour apprendre des valeurs et ces situations nous permettent de reprendre un petit peu les choses avec les élèves auteurs, avec les élèves témoins, de leur faire prendre conscience du comportement qu'ils peuvent développer et du comportement qui peut nuire, et à l'élève victime, mais aussi au climat scolaire de façon plus globale. Et donc, oui, nous proposons et nous parvenons, c'est en tout cas notre objectif. Et d'ailleurs, nous sommes 2 référentes académiques. Oui. Pour nous assurer du suivi du traitement de toutes les situations. Donc, Mme Bérila Sémon, qui est conseillère technique établissement et vie scolaire, et moi-même. Et nous pilotons aussi un réseau départemental d'intervention qui comprend divers professionnels de l'éducation nationale, donc inspecteurs de premier degré, chefs d'établissement, l'équipe mobile académique de sécurité, le service communication, le service des affaires juridiques. Nous sommes plusieurs corps professionnels qui sommes dans ce réseau pour justement aborder toutes les facettes des situations. C'est une équipe pluridisciplinaire. C'est une équipe pluridisciplinaire, voilà. Vous vous souvenez de ce meurtre d'un jeune lycéen devant Membridge il y a quelques années? Oui. Mm-hmm. C'est un cas de harcèlement ou... C'est un cas de violence. C'est un cas de violence. Un cas de violence. Un cas de violence. Oui. Et donc, vous avez le sentiment quand même au fil des années que ça s'atténue ou que ça augmente? Alors, il y a 2-3 années scolaires, nous avions 46 cas de faits de harcèlement. L'an passé, nous étions en confinement, ce chiffre avait baissé. Nous sommes passés à une vingtaine de cas. 2020-2021, nous avons eu 74 cas de faits qui ont été portés à notre connaissance au niveau du rectorat. Là, nous en sommes à 45 cas qui sont connus. Donc, j'ai envie de vous dire que les faits, en tout cas, remontent plus facilement puisque la communication est faite de façon plus large. Donc, il est
normal. En fait, je veux comprendre en fait que le nombre de situations augmente puisque maintenant les gens savent et donc sont plus aussi à l'aise pour signaler et être assurés d'une suite possible de du traitement des situations de Dernière question, ça se situe plutôt dans les lycées ou dans les collèges? Plutôt dans les collèges. Donc nous avons eu pour l'année dernière une 40aine de cas en collège, une dizaine en école élémentaire et une dizaine en lycée. C'est vrai que la population scolaire en collège est plus importante, donc il est peut-être aussi plus compréhensible que ce nombre soit plus grand dans les collèges. Oui, notre proverbe du jour avant de se quitter. On vous remercie en tout cas, Madame. Je pourrais quand même communiquer sur les numéros. Allez-y. Voilà, donc s'il peut afficher aussi les numéros de contact. Oui. Donc la première démarche pour lorsque une famille veut évoquer une situation de harcèlement, c'est en informer un membre de l'établissement scolaire, donc le chef d'établissement par exemple. Il y a d'autres possibilités, donc nous solliciter au niveau du service académique. Si la famille n'est pas à l'aise pour informer le chef d'établissement ou si la famille n'est pas satisfaite de la prise en charge, des modalités de prise en charge au sein de l'établissement, peut nous solliciter. Donc au numéro académique 0800 800 453 ou par mail à l'adresse non au harcèlement, NONAUHARCELEMENT @ac le -6 guadeloupe.fr. Et enfin, il y a une troisième option qui est deux numéros nationaux, donc le 30-20 et le 30-18. Et lorsque ce sont ces deux organismes qui sont saisis et que la famille a donné son accord, ces situations nous redescendent au niveau académique pour que nous assurions la prise en charge. Bien, je vous remercie. Il est presque 14h. On va signaler le proverbe du jour. Il ne faut pas jouer en diffé, les habillés en paille. Proverbe, on comprend bien le sens. Il faut prendre la mesure des choses et des dangers. Il s'agit de faire preuve de vigilance. Donc, il ne faut pas jouer en diffé, les habillés en paille. C'est extrait du livre de Didier Manette, en diffusion proverbe tous les jours, 365 proverbes. Je rappelle aujourd'hui qu'on a reçu en début du ZCL, M. Victor Denon et Mme Marlène Deloumo qui ont parlé de l'association Fleur de Jade. C'est une association qui pratique ce qu'on appelle le Falun Dafa. C'est une façon spirituelle et physique de se retrouver. Ensuite, on a reçu Sylvain Weber, l'administrateur de la mutualité française de Guadeloupe et aussi délégué de la mutuelle du ministère de la Justice. Et puis Patrick Nussier qui est encore avec nous, ex-musicien des Aiglons, mais aussi musicien de jazz et qui a annoncé donc une série de concerts. Je vais retenir au moins sur les Trois-Rivières. C'est quel jour? Oui, alors le 16 au New Petit Paris. Au New Petit Paris. Voilà, on a le 21 au Panoramique, à la plage d'Acha. Oui. On a ensuite le 24 au Diamant Créole, où on a la présence de Dominique Coco comme invité spécial. Et puis je rejoue le 26 au Créole Beach, cette fois-ci en piano solo et piano plus chanteuse. Et puis ma formation, le 30 du mois, à la fin du mois, samedi, une journée de formation. Voilà, on va retravailler les gammes, les accords jazz, etc., analyser des thèmes, des improvisations, composer, etc. Vraiment un programme très complet. Et puis après, ce sera... Voilà, merci bien. Alors je rappelle que demain, on va avoir le SDM. De Sandy qu'on n'a pas pu diffuser aujourd'hui, mais demain on aura une édition un peu spéciale et on pourra revoir le SDM de Sandy comme chaque jeudi. Je peux mettre un numéro de contact, c'est vrai, qu'on fait penser à ça. Plus 32 477 plus 32 377 252 358. C'est un numéro qui fonctionne uniquement avec WhatsApp. Alors je conseille à ceux qui n'ont pas WhatsApp de me contacter par Messenger. Parce que je suis facile à trouver. Plus 33 377 252 plus 32, c'est le préfixe de la Belgique. 377 477 et 262 et 358. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas d'être venu. Merci à tous et puis à demain. Pas de problème, nous qui là. Le New Petit Paris, c'est...